Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression. Nouveau bonjour, et bien donc chers internautes, vous qui prenez pour peut-être la première fois notre programme spécial de ce jour dédié donc à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est vrai que depuis le début donc de ce programme, nous avons fait un focus sur justement donc les victimes, sur ces femmes bien qui se retrouvent bien donc dans des cycles. Et plusieurs professionnels, plusieurs personnes sont déjà donc intervenues de manière à pouvoir leur apporter bien donc une parole dite à propos pour que leur destinée soit de meilleure qualité. Mais nous sommes conscients bien que s'il y a des victimes, c'est qu'il y a des auteurs de violence. Et nous voulons bien donc dans ce module, dans ce moment spécial, bien donc avoir un regard particulier bien donc sur les auteurs, non pas pour les stigmatiser, non pas pour les indexer, mais bien au contraire dans notre démarche, poser aussi la question: quelle projection pour demain? Donc, c'est en ce sens que nous avons le plaisir donc, d'avoir sur notre plateau, si on peut dire ça ici, bien donc, le psychologue Moïse Valsi. Bonjour, monsieur Moïse. Bonjour à vous, bonjour aux internautes. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci pour votre contribution, pour nous aider à mieux comprendre bien donc, qu'est-ce qui peut amener un homme, puisque singulièrement, c'est le cas. Qu'est-ce qui peut amener un homme à basculer bien donc, dans la violence ou dans les violences, puisqu'il y en a au pluriel de toutes les formes: violence économique, psychologique, violence physique, violence sexuelle. Qu'est-ce qui peut amener un homme à basculer justement bien donc, dans ces violences-là? Alors, dernièrement, j'étais sur un plateau avec un certain nombre de personnes qui posaient exactement la même question. Et je leur disais en fait que la violence, l'expression de la violence, c'est une question d'identité. C'est-à-dire que l'individu, homme et même femme, quel que soit l'individu qui va poser un acte de violence, cette personne-là exprime qui elle est. En tout cas, qui elle pense être. Parce que la violence, en tout cas, cet acte-là dit ce que j'ai en moi. Et ce que j'ai en moi dit qui je suis. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est inscrit dans l'ADN même de la personne, qu'elle est programmée pour cela? Non, ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans son ADN, ça veut dire que c'est inscrit dans son histoire. Ça veut Oh, dire que c'est inscrit dans son histoire sociale, dans son histoire morale, dans son histoire relationnelle. Et dès lors, en fait, ce qui est inscrit va à un moment proposer de sortir. Je dis d'ac- bien proposer de sortir parce que c'est pour dire que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu de la violence dans mon histoire que nécessairement je devrais. Mais en même temps aussi, il y a des situations, des circonstances, des événements qui peuvent faire qu'il n'y ait pas eu dans mon histoire, mais que les circonstances que je vis là génèrent une tension, génèrent une violence qui devra être endiguée, traitée, orienté et certaines fois, on l'oriente vers l'autre. d'accord, d'accord. Enfin, en tout cas, ces propos déjà nous rassurent dans un premier temps, dans la mesure où on peut déjà affirmer que personne ne naît violent, ne vient au monde violent. Non, non, Ah, mais ce sont les circonstances, l'environnement, l'histoire, comme vous venez de le tout à dire, fait. qui vont créer un terreau favorable pour une éventuelle, est-ce qu'on peut rajouter éventuelle violence exprimée, manifestée? On peut l'ajouter et lorsqu'on l'ajoute, on dit vrai parce qu'en réalité, nous ne sommes pas égaux face à la violence, mais nous sommes égaux dans nos décisions, dans notre Oh, capacité à décider. Cette capacité-là, on l'a. Sauf lorsque il y a un certain nombre de réalités neuronales, par exemple,
parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des traumatismes, et donc des dysfonctionnements du cerveau qui vont faire que les personnes n'ont pas les capacités, n'ont pas les moyens. Mais à partir du moment qu'on n'est pas dans cette situation de dysfonctionnement et de manque, on a les mêmes capacités, on a les mêmes moyens à décider, à Alors, décider. justement, mais qu'est-ce qui amènerait une personne qui est, entre guillemets, prédisposée ou tout le téléchargement donc, est déjà fait pour passer à l'acte? Quel serait donc le déclic ou l'élément qui l'amènerait à prendre cette décision malheureuse quelque part de passer donc à l'acte ou d'installer peut-être donc un environnement violent autour de lui où il pouvait faire subir donc cette violence à d'autres personnes? Alors, j'aurais tendance là, dans mes propos, à donner. Certaines personnes pourraient entendre mes propos et avoir un sentiment de déculpabiliser. Mais je ne veux pas non plus culpabiliser. Ce n'est pas le but. D'accord. C'est de dire que lorsque justement il y a ce déclic-là pour passer et poser un acte violent, la personne en fait qui pose cet acte violent a pris une certaine décision ou est mue par une certaine tension, une certaine pression. Ça veut dire que certaines fois, elle va à contrefactuel, après le fait, expliquer qu'elle n'a pas fait exprès, qu'elle ne voulait pas, que c'était plus fort qu'elle. C'est la situation qui a fait que, dès Ouais. lors, elle se déresponsabilise. Elle ne veut pas elle n'accepte pas que ce soit elle qui ait fait cela, qui a été autant violente, qui a été dans ce comportement qu'il exègre, en fait. Et on peut dire donc que cette personne-là, en fait, finalement, elle a fait cela, mais ce n'est pas elle. Si c'est elle. Si c'est elle, parce qu'en fait, nous sommes, oui, mus par des désirs, des fois par des pulsions ou même des passions, mais nous avons là cette capacité, ce libre arbitre à décider de ce que nous allons en faire. Et lorsqu'on n'arrive pas, pour certaines personnes, à dire non à cette violence qui vient, donc à cette main levée, que cette main ne puisse pas frapper l'autre, que le geste ne puisse pas être, ou le mot, ou les mots ne puissent pas être des mots qui vont blesser, et meurtrir et même tuer. Lorsqu'on est dans cette dynamique-là, c'est qu'en fait, on identifie l'autre comme soi-même. C'est Oh, parce qu'on a identifié l'autre comme soi-même. Et donc, on ne veut pas donner à l'autre la souffrance que l'on ne veut pas. Et celle qui va finalement entrer dans cette logique justement de poser cette violence-là, c'est parce elle n'est pas dans cette logique d'identifier l'autre. C'est pour ça que je parlais d'identité au départ. d'accord. D'identifier l'autre, de poser sur l'autre une identité identique à la sienne. Et comme elle est différente de moi, comme elle est moins que moi, comme elle ne vaut rien, donc je m'autorise, je me donne le droit d'exprimer toute cette pression, toute cette tension qui est en moi vers elle pour lui dire qu'elle doit être différente, elle doit être comme moi. Oh, intéressant. Ça me ramène à des propos du Christ quand il dit Oui, aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est pour dire. soi-même, tout à fait. Et l'apôtre Paul qui dira que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais plus bas, il dira que personne n'a de la haine pour sa Pour propre sa propre chair. chair. Hmm. Ok. Donc, cela voudrait dire qu'en fin de compte, tout acte de violence fait que je ne vois plus l'autre comme l'égal de moi-même. Comme l'égal de moi-même, comme une personne. Ah, Et, littéralement et comme on une peut personne. aller même plus loin. On ne voit plus l'autre comme on doit la voir, c'est-à-dire comme Christ, parce qu'il dit toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Et D'accord. là, voilà, il y a des niveaux en fait dans cette affaire de violence. Et pour moi, cela pose la question de ce qui est là, dans mon esprit, dans ma tête, dans mes pensées. Qu'est-ce qui a construit mes pensées au départ, on peut le dire, mais véritablement là, qu'est-ce qui le construit? Je parle d'adulte, hein, Oui, bien d'accord? sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui construit les pensées, donc les actes et les comportements de l'adulte que je suis? Si je me nourris de pensées positives, même si j'ai été sujet à une certaine violence antérieurement dans mon enfance, dans mon adolescence, en fait, ces nouveaux schémas de pensée vont générer d'autres façons d'agir, d'autres agir et une autre vision de l'autre et donc de moi. C'est ça en fait.
D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je rappelle hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes en train de réfléchir donc avec le psychologue Monsieur Valsi, et bien donc sur le process qui amène et bien donc des hommes singulièrement hein, par rapport à notre thématique à prendre cette décision, si on doit faire une synthèse, et bien donc d'être violent. Maintenant, comment ces personnes-là peuvent-elles gérer une fois qu'elles sont entrées dans ce process, dans cet environnement, dans ces actes, dans ces paroles, dans ces attitudes qui génèrent donc de la violence, comment peuvent-elles s'en sortir puisqu'elles ont pris une décision. Donc, est-ce qu'elles sont finalement prisonnières d'elles-mêmes parce qu'elles Mhm. ont, ces personnes-là donc, ont décidé et elles n'ont plus maintenant de marche arrière, de clé pour sortir de cette situation. Alors, oui, il y a la possibilité de s'en sortir parce que nous sommes des adultes et je veux vraiment insister sur ce côté adulte parce que l'adulte, c'est celui qui est responsable, responsable de lui, de ses actes, de ses pensées. C'est D'accord. lui qui accepte comment dirais-je, de se remplir de ceci ou de cela et de continuer à faire tourner ceci ou cela. Et donc, on a ces capacités-là. Maintenant, est-ce qu'on va les mettre en œuvre? Maintenant, pour les mettre en œuvre, il faut conscientiser, c'est-à-dire il faut que je puisse prendre conscience de qui je suis. Mhm. Certaines fois, cette prise de conscience passe par la nécessité d'échanger avec d'autres personnes, des tiers. Ce n'est pas obligatoirement des professionnels, mais ça peut être aussi des professionnels psychologues, médiateurs, éducateurs, peu importe, ou pasteurs. Ces professionnels-là vont interroger chez moi un certain nombre de choses et ça peut m'aider à conscientiser. Mais cette conscientisation de ma situation, de mon vécu, de mes comportements, en fait, c'est moi qui peut le faire. L'autre ne peut pas le faire à ma place. L'autre va m'inviter à le faire, mais c'est à D'accord. moi de le faire. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'insiste sur la question de responsabilité. Je deviens responsable. C'est moi qui suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais. Ce ne sont pas les autres. Et même si l'autre a eu un comportement violent vis-à-vis de moi, verbalement ou autre, en fait, et quand moi j'ai une réponse violente, c'est moi qui suis responsable de cette réponse violente. Ce n'est pas l'autre. Et lorsque je fais de l'autre le responsable, je cesse d'être un adulte face à l'acte, face au comportement. Et donc, on a besoin de passer par cette conscientisation, prise de conscience de ce que je dis, de ce que je fais et de l'impact de cela pour après passer à une autre étape qui est l'étape de regret et de décision de changer. Donc, il va sous-entendre donc il y a une déconstruction donc, de la pensée pour construire autrement, Il va falloir qu'il y ait cette déconstruction, mais il faut la reconnaître au départ, au départ. reconnaître cette réalité-là et maintenant, après, entrer dans une logique d'interrogation avec soi-même et des fois avec d'autres personnes qui va faire une espèce de relais, d'interface et pour me permettre de passer maintenant à cette décision de changement. Et là, ça va demander du temps parce que, en fait, c'est effectivement de nouvelles pensées que je devrais emmagasiner, qui vont, dans le fait de rester là, continuer là, donner d'autres comportements qui, dans leur répétition, va donner des habitudes et dans la répétition de ces habitudes, va donner un nouveau caractère, une nouvelle personnalité. Très bien. Et ça, en fait, j'aimerais vraiment sensibiliser chacune des personnes qui regardent, qui nous écoutent là, singulièrement les hommes et ceux qui se battent peut-être avec ces inclinaisons. En fait, il y a nécessité pour nous de comprendre que nous avons les moyens, nous avons la possibilité de changer. Nous, on a cette possibilité-là. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas changer. Vous avez cette possibilité-là. Mais ne pensez pas non plus que vous pourrez changer seul. Certaines fois, il faut de l'aide. Oh, Donc, d'accord. demander de l'aide et discuter peut-être avec d'autres personnes. Essayer entendre leur avis. Pas prendre leur avis, mais l'entendre. Entendre leur avis et, comment dirais-je, repasser dans votre esprit leur avis pour voir qu'est-ce que vous pouvez tirer pour vous. Et là, on est dans une démarche personnelle de responsabilisation. Très bien, très bien. C'est très enrichissant en tout cas cet entretien. Alors je rappelle que Viprod Média donc a pour fondation donc les valeurs donc du Christ, ce qui m'amène donc à ouvrir bien donc cet autre aspect donc de notre réflexion. Comment une personne qui, on l'a déjà compris, a pris cette décision par rapport à un système de croyance dans son environnement
de basculer donc dans la violence, comment cette personne peut-elle eh bien, donc, se retrouver avec ses croyances? Là, je parle en termes donc, de spiritualité, Oui. parce qu'elle croit en Dieu, parce qu'elle croit qu'il faut aimer son prochain, et elle se retrouve à avoir des actes opposés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas conflit donc, de croyances, de pensée ou de système de pensée alors là, je parle spécifiquement pour les chrétiens qui seraient donc dans une Oui. dynamique donc, de violence. Oui. Alors, malheureusement, nous avons des croyances qui sont très souvent distordues, c'est-à-dire qui ne sont pas, qui ne nous aident pas, qui sont plus dans le sens de nous conforter dans ce qu'on a vécu antérieurement, très souvent, malheureusement. Mais je ne dis pas que c'est la faute des croyances elles-mêmes, hein, mais c'est dans notre façon de saisir celles-ci. Et il y a nécessité pour nous, pour chacun de nous, de toujours interroger les croyances qui sont les nôtres. D'accord. Dans quelle mesure est-ce que ces croyances ne sont pas à mon service, c'est-à-dire dans le sens où je fais en sorte qu'elles puissent me correspondre, ou dans quelle mesure moi je corresponds à ces croyances, je cherche à coller à celles-ci, dans le sens où elles sont cette vérité-là, dans quelle mesure je cherche à coller à la vérité ou pas faire la vérité me coller à moi, qu'elle Mhm. puisse prendre mes formes de pensée, mes façons mes formes de croyances, mes désirs en fait, que je projette en termes de désirs. Et très souvent, on est dans cela. Et dès lors, ce sont des croyances distordues parce qu'en fait, elles ne s'appliquent pas à moi dans le sens où elles vont m'aider à transformer, à travailler, mais c'est moi qui les fais prendre mes formes et moi je suis bien avec elles, elles sont bien avec moi parce qu'elles me correspondent en fait. Alors, Normalement, oui. en termes de spiritualité, les croyances vont me faire évoluer, me faire progresser, me faire sortir de mes zones de confort. Elle m'interpelle, elle me bouscule. Mais lorsque je suis tranquille dedans et que voilà, tout va... Non, il y a là quelque chose qu'il faille interroger. Et si on n'est pas dans cette interrogation constante, en fait, on risque de justement de se complaire dans une certaine justice personnelle. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, est-ce que le même principe s'applique en un mot, même le chrétien violent ne peut pas s'en sortir seul, disant je vais prier et ça ira mieux. Il a aussi besoin d'aide, il a aussi besoin d'avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs qui l'aideront donc à entrer dans ce processus de renouvellement de son intelligence. Tout à fait. Le chrétien violent, et c'est là, c'est ce qui est particulier. Très souvent, hein, les chrétiens violents, les personnes qui professent hein, d'être chrétiens qui sont violentes, ces personnes-là, en fait, très souvent, elles sont mal par rapport à la violence qu'elles posent. Mais ce qui les rassure, c'est qu'elles trouvent un coupable, une autre personne qu'elle, qui est responsable de cette violence-là. Ce qui veut dire que la violence est condamnée, mais l'expression qu'elles ont de cette violence est justifiée. Oh, Oui, c'est opposé. Il y a une opposition forte là, et il faut qu'elle soit justifiée parce que sinon, je ne suis pas un chrétien finalement. C'est la justification de cette violence-là qui va me faire me sentir bien dans ma chrétienté. hmm. Et ça, c'est grave en fait. Ça c'est grave. Et donc, elles ont besoin de prendre conscience qu'il y a là un problème et ce problème-là, il faut que je puisse l'interroger pour m'en sortir. Donc oui, j'ai besoin de tiers. Oui, j'ai besoin aussi de prier. Oui, j'ai besoin de méditer, de lire, mais que cette méditation-là puisse être transformatrice. Pas une méditation qui vienne confirmer ce que je vis, ce que je fais, ce que je pense. C'est ça en fait. Si cette méditation vient confirmer cette violence, je suis encore dans des croyances distordues. Très bien. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Peut-être une dernière question pour essayer d'être un peu complet donc, dans notre réflexion. Quel regard maintenant porter sur l'entourage? Parce que là, nous avons réfléchi sur une personne, un homme qui se retrouve donc dans une dynamique violente. Comment maintenant l'entourage peut-il aider cette personne, qui soit de l'autorité publique ou quelques personnes soient au courant? Comment maintenant l'entourage peut contribuer à l'aider donc à s'en sortir, ou est-ce que l'entourage peut aussi contribuer à l'enfermer, lui disant que tu as été violent pendant trop d'années,
il est quasiment impossible qu'il y ait de salut, sans faire de jeu de mots. Tout à fait. Euh, En fait, oui, sans faire de jeu de mots, très souvent, c'est ce qui est dit, hein. Euh, de toute façon, les violents n'hériteront pas le royaume des cieux, d'accord? Donc, tu es violent, tu n'hériteras pas. Tu as toujours été violent, tu es comme, tu es. Et donc, en fait, on enferme très souvent la personne. L'entourage a cette facilité-là. Maintenant, il peut avoir cette facilité-là, d'autant plus que la situation, elle est violente, d'autant plus que ce qui est vécu est difficile. Et donc, cet entourage a un rôle important à jouer en termes, oui, d'orientation, en termes de proposition, mais en termes aussi d'interpellation. Et lorsqu'il peut le faire, hein, parce que certaines fois l'entourage est si mal qu'il n'a pas non plus les moyens, il doit aussi se mettre à l'abri. Ce qui veut dire que la mise à l'abri certaines fois de l'entourage peut être ce qui va interpeller aussi la personne violente. Ça aussi, c'est important. Et donc, le rôle de l'entourage, pour moi, est premièrement d'être un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte comme quoi là, ça ne va pas. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Autant vers la personne violente que vers d'autres tierces personnes en dehors de l'entourage. Interpeller, dire il y a un problème. Et très souvent, l'entourage a tendance à garder pour ne pas ébruiter, parce qu'il y a cette honte-là, de la famille, qu'est-ce qui nous arrive, c'est pas possible. Le linge sale se lave en famille, très souvent on se le dit. Mais l'idée, ce n'est pas de mettre sur la place publique, mais l'idée, c'est de dire, bon, je dois alerter parce que mon père, mon mari, mon frère est en difficulté. C'est-à-dire que la personne violente, c'est une personne en difficulté. Bien souvent, elle ne pense pas qu'elle l'est, mais c'est une personne en difficulté, en danger et qui met aussi d'autres en danger. Et donc, l'entourage a ce devoir d'être dans l'alerte lorsqu'il le peut, comme je dis, parce que certaines fois, c'est difficile. Il faut encore l'intervention de notre niveau d'entourage pour protéger premièrement l'entourage et après intervenir au niveau de l'agresseur, au niveau de l'agresseur. Très bien, très bien. Nous arrivons donc au terme donc, de cet entretien. Donc, il sera certainement le moment pour vous, Monsieur Valsi, d'adresser une dernière parole, une dernière recommandation eh bien, donc, à ce public bien ciblé, hein, à savoir donc, les auteurs donc, de violences. Euh, pour faire juste un ricochet avec l'ouverture, donc le début donc, de cette interview, où vous parliez donc d'identité. Que vous pourriez-vous dire donc singulièrement donc aux auteurs, aux hommes violents, comment peuvent-ils être un homme sans masque? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que la personne violente, quelle que soit la personne violente que vous êtes, vous n'êtes pas cette personne-là. C'est-à-dire que la violence ne vous définit pas. La violence ne vous définit pas. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que pour sortir justement de ces masques, faire tomber ce masque-là, ce masque de la violence, il y a des solutions. Il y a des professionnels, comme je disais, hein, pasteurs, psychologues, conseillers conjugaux, des médiateurs familiales. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent aider. Mais l'aide ne veut pas dire que ces personnes-là vont vous faire arrêter, vont vous faire changer. Non, ces personnes-là vont vous accompagner pour que vous puissiez entrer dans le changement. Le vrai changement va se poser au niveau de votre psyché, au niveau de vos pensées, au niveau donc de votre cerveau, de votre spiritualité. Et donc, le vrai porteur de changement, ne peut être que Dieu, ne peut être que Jésus-Christ, ne peut être que l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est dans quelle mesure, justement, vous allez entrer dans un process de changement en vous abandonnant, en considérant que ce que je vis là hier, là, ce que je vis là depuis un certain nombre d'années, je ne veux plus le vivre et mon esprit doit être transformé et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut transformer l'esprit de quelqu'un. Mais il faut que la personne le veuille. Et dans cette dynamique de vouloir-là, on peut travailler avec d'autres personnes qui peuvent nous aider effectivement à interroger, à travailler, à comprendre, à conscientiser, et là nous livrer après à Dieu, vous livrer à Dieu,
et qui va faire le changement final, le changement profond. Et là, l'évangile va s'implanter dans vos profondeurs, véritablement. Très bien. Donc, il y a donc une projection possible pour demain. Tout à fait. Oui, c'est possible, tout à fait possible. Très bien. Mais merci, Monsieur Valsi Moïse, donc psychologue, hein, nous rappelons, pour bien donc ces propos, toutes ces instructions qui nous aident à mieux comprendre, mieux cerner, mais aussi dans l'idée de mieux accompagner pour nous en tant qu'entourage ou à mieux gérer si nous sommes violents, et bien donc cette situation est à décider donc d'en sortir. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci de m'avoir supporté. Nous espérons donc vous avoir sous peu donc, sur nos plateaux pour d'autres sujets. Allez voir. Ok, au revoir. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la librairie chrétienne CLC de Pointe-à-Pitre, en partenariat avec la chaîne YouTube Viprod, vous propose le livre de Jean-Claude Buis intitulé « Je t'abîme ». L'auteur traite du sujet de la violence dans le couple et dans la famille. Il affirme que la victime et l'agresseur ont tous deux besoin d'aide. Ce livre est une véritable boîte à outils, une boîte de secours pour ceux qui souffrent en silence. Des thèmes tels que comment se libérer des relations toxiques, quels sont les 4 types de violences conjugales, quelles sont aussi les aides mises à la disposition de ceux et celles qui souffrent en silence, comment se manifeste la violence familiale au sein de l'Église et comment l'Église elle-même peut-elle apporter une aide aux victimes de violences. En définitive, ce livre est un outil indispensable pour tous ceux et celles qui veulent aider ou conseiller. Il est disponible à la librairie chrétienne CLC de Pointe-à-Pitre. À bientôt. Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression.